Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un week-end en Normandie sur la côte d'Albâtre. C'est la plus longue côte d'Europe. Elle mesure 130 km de la ville du Havre au Tréport. C'est historiquement le berceau de la peinture impressionniste car les jeux de lumière y sont exceptionnels. C'est donc dans ce décor que j'irai à la rencontre de ceux qui en bénéficient et qui préservent les richesses de ce petit coin de Normandie. Je commence mon week-end au pays des Hautes-Falaises, à Étretat, sur l'imposante falaise d'Amont. Soyez toutes et tous les bienvenus pour vos nouvelles échappées belles. C'est un petit coin de France pas comme les autres. C'est magnifique. Toutes ces couleurs, c'est original, c'est atypique. À l'histoire tourmentée. Quand on vient ici, ça n'en dit long. Le Canada puis la France, là, on a de bons liens. Un coin de France qui rayonne dans le monde entier. Le café a contribué à développer bien sûr la richesse du port du Havre. Bonne dégustation. Merci. Et dont on tombe immanquablement amoureux. C'est magnifique. Très impressionnant. Je pense que c'est à l'âge de 10-12 ans qu'on s'imprègne, qu'on devient amoureux d'un lieu. Un amour qui se transmet de génération en génération. Il y en a, c'est regarder, je sais pas, aller au skatepark, regarder les vélos. Ben nous, c'est aller voir les bateaux. Tiga n'a plus qu'à se laisser guider. Je suis pas très sûre de moi. On est parti? Vas-y, fais-toi plaisir. Je peux essayer d'en faire un comme ça? C'est super. Bienvenue sur la côte d'Albâtre. Cyriac? Tiga. C'est toi. Bonjour. Salut. Salut. Bienvenue à Étretat. Très heureuse de te rencontrer. Je suis là pour le week-end et j'ai vu que tu avais tout de suite les meilleures places du spectacle, toi. hein. Stand-toi ici. Voilà. On est sur la falaise d'Amont Ah, c'est beau. et on contemple la falaise d'Aval, avec l'aiguille, l'arche, la grotte et le golfe sur le plateau qui domine toute la falaise. Pour l'instant, j'ai tout à apprendre, tout à découvrir et apparemment tu es la meilleure personne. Tu es celui qui ouvre les yeux et les oreilles. J'essaie d'accueillir des voyageurs pour leur faire découvrir, sous un regard naturaliste, des falaises d'Étretat, un site mondialement connu, mais qui gagne à être connu aussi sur le plan de sa géologie, de sa faune, de sa flore. On est sur un paysage qui a plus de 90 millions d'années. En tout cas, la roche qui compose ces falaises, elle est née à l'époque des dinosaures. J'ai hâte de découvrir tous tes secrets. On y va, c'est parti. C'est parti. Alors tu vois, l'architecture locale, elle est bien typée. Au niveau de l'identité, c'est surtout marqué par la présence de ces silex qui sont taillés en pavé, qu'on utilise comme des matériaux de construction et qui sont utiles aussi pour orner, pour sublimer le mur. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les joints à l'anglaise? Oui, c'est ça. C'est un joint à l'anglaise, un joint moulé avec une fourchette. Et le pavé de silex, c'est une roche qu'on va retrouver, le silex, dans la falaise. Toutes ces maisons-là, elles ont été bâties dans le courant du 19e siècle. C'est vraiment la pleine période où Étretat prend son expansion urbaine. Parce que sinon, avant 1820, c'est un village de pêcheurs, Étretat. Et puis ça devient une station balnéaire. Avec la mode des bains de mer. C'est la rue principale? On est vraiment dans la rue principale, d'ailleurs, ça se ressent. Oui. Il y a du monde. Qu'est-ce que c'est beau! C'est le manoir de la Salamandre. C'est un bâtiment qui a été construit à Étretat en 1912-1917. Donc c'est la période vraiment d'expansion économique, du tourisme qui se développe dans la station balnéaire.
Alors, cherche la salamandre. Justement, je la cherche. Je sais qu'il doit y en avoir une, mais... On voit une ligne longitudinale sur son dos ça, qui est représentée voilà, avec avec une tête espèce de tête de de félin. chauve-souris ou de félin. Ah oui. oui. C'est du boulot, hein. Et c'est bien conservé. Et c'est la première fois qu'on se rapproche autant de la plage, une plage de galets. Oui. Ça chante. Les galets, oui. Quand la vague arrive sur la plage et qu'elle se retire, tu perçois le crépitement des galets qui s'entrechoquent, que Guy de Maupassant d'ailleurs comparait au crépitement d'un feu d'artifice. Tu sais, il y a une bonne façon de découvrir la falaise d'Aval, c'est en paddle. Salut Yves. Ah, Cyriac. Ça va? Ouais, très bien, toi. Oui, ça va. Je te présente Tiga. Enchanté. Elle est bonjour, en Tiga. week-end. Ah, cool. Je voulais te demander si tu serais d'accord pour emmener Tiga jusqu'au pied de la falaise d'Aval. Bah, là, avec tout le groupe, on allait partir. Si elle veut joindre à nous, on est parti. Moi, je pars avec vous avec grand plaisir. Si vous êtes prêts, je suis prête en 5 minutes. Je te laisse en immersion. Moi, je m'éclipse. Et je te retrouve tout à l'heure. Salut. Ok, on est parti. Donc, dès que les beaux jours arrivent sur la côte normande, vous sortez les paddles. Voilà, exactement. Le paddle a un avantage, c'est que c'est un moyen de se déplacer sur l'eau debout, sans que ça soit trop dur comme le surf ou la planche à voile. Et surtout, dans un site comme Étretat, ça permet de s'évader de la plage pleine de touristes pour aller à des plages où il n'y a personne. Le seul truc, faut franchir les portes, quoi. D'accord, c'est difficile de franchir les portes? Il y a un peu de remous, mais tu vas le découvrir. Ah, donc il y a des chances que je tombe à l'eau. Elle est juste à 8 degrés. Par contre, je suis en train de me diriger plein pot. Non, continue de ramer par là. Bah, c'est Vas-y, ce que rame, j'essaye toujours de ce côté-là, faire. toujours de ce côté-là. Non, moi je vais me faire avoir. Attends. Ah non, je vais pas dans le bon sens. Ah, heureusement t'es là. Merci. C'est bien, Tiga. Bon, alors tu vois, Tiga, Oui. quand on passe pour la première fois sous l'arche, il faut faire un vœu. Je vais le partager avec toi. Mon vœu, c'est que ce week-end soit magique. Et je crois qu'il est déjà presque exaucé. Oh là 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 là. Ah, Oh, Tiga. c'est pas grave. La côte d'Albâtre, c'est un balcon perché sur la Manche. Une muraille de calcaire de 130 km de long qui culmine par endroits à plus de 100 mètres au-dessus de la mer. Un paysage qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'Hexagone et qui a toujours attiré les amoureux de la nature. C'est pas sympa ça, avec le soleil? Regarde ça là, quand ça reflète là-bas. Un sentier de grande randonnée longe la côte de bout en bout. Jusqu'à la fin de l'hiver, certaines sections étaient interdites d'accès pour cause d'éboulement. On a su récemment qu'ils avaient réouvert certaines portions. Là, on est vraiment au-dessus des falaises et en sécurité. Donc pour le groupe, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est Nathanaël qui a organisé cette sortie. Il voulait absolument faire découvrir ces falaises à son association de marcheurs lillois. Il y a cette blancheur magnifique de ce calcaire qu'on peut voir et qui est vraiment superbe avec le soleil. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver ailleurs. Cette mer laiteuse, blanchâtre, qui est vraiment aussi très particulière. J'imagine que c'est lié au calcaire, qui va donner cette coloration blanchâtre sur les premières centaines de mètres de la mer. Ici, au bord de la falaise, tu vois, il y a une fissure. Il y a une voie qui se détache un peu. Personne dans le groupe ne s'éloigne du sentier. Les éboulements sont fréquents, la falaise recule de plusieurs centimètres chaque année. Jusqu'à maintenant, on est encore au complet. On n'a perdu personne. Voilà, c'est le principal. Cette falaise imposante et majestueuse fascine aussi Emmanuel.
Il vient la photographier quasiment tous les jours. J'ai photographié cette falaise des centaines de fois. Sous tous les temps, au lever du soleil, au coucher du soleil, surtout l'été, à marée haute, à marée basse, par temps calme, par tempête. Étretat est très très prisé des photographes. Beaucoup de photographes matinaux, surtout l'été. Après, c'est l'audace, on va dire, qui fait qu'on a chacun nos petits endroits. Et en fonction de la témérité de chacun, on arrive à avoir des photos beaucoup plus surprenantes parfois les unes que les autres. Emmanuel a un avantage de taille. Il vit au bord de ces falaises. Mais là où on va aller, il n'y a personne. Gardien de villa, il est venu à la photo un peu par hasard il y a 5 ans à force de promenade. C'est la falaise qui l'a fait photographe. Il en écume les moindres recoins. Là, on est tout seul. On est plus concentré sur l'objectif. On oublie un petit peu le vide. Le tout étant de ne pas s'approcher et de faire très attention. Ce qu'il faut faire très attention, c'est aux chaussures que l'on met, surtout quand l'herbe est humide. La falaise change, la falaise, même si on ne le voit pas, la falaise s'effrite un petit peu plus tous les jours, la falaise se lisse en fait par les vents, les pluies, les éléments. On ne fait jamais 2 fois la même photo. Les falaises de Normandie ont mis des millions d'années à se former. Pour autant, elles ne sont pas éternelles et s'érodent chaque année. Tous ces petits graviers et puis le sable, ouh là 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 là. Elle est abîmée, ça fait pas comme ça d'habitude, ça fait des ballons, des trucs. Paulette et Étienne ont toujours vécu à Étretat. Chaque jour, ils se promènent sur cette plage fragile qu'ils cherchent à tout prix à protéger. Là, aujourd'hui, apparemment, il y a du galet, mais quand on connaît bien la plage, on sait que l'épaisseur de galet est tout à fait inférieure à celle qu'il y avait il y a plusieurs années. À Étretat, c'est un fait, les galets disparaissent. Le problème, c'est que ce sont les gardes du corps des falaises. Ce cordon de galet fait fonction de tampon et protège comme il peut la base de la falaise de l'érosion. La mer gagne du terrain d'une manière générale sur tous les littoraux. Mais quand il n'y a plus les galets comme digues naturelles, eh bien, elle tape régulièrement. Là, il y avait d'énormes couches de craie. Les couches de craie, plus les infiltrations de pluie par le haut, ont fini par miner la paroi rocheuse. Et donc, il y a eu l'éboulement le 2 février avec une autre grande menace constante. Une partie des galets est emportée par les courants marins. Mais une autre est emportée par des prédateurs redoutables qui sévissent essentiellement au beau jour, les touristes. Ils ont donc monté le collectif Touche pas à mon galet pour dissuader les visiteurs de repartir avec de petits morceaux de paysage. La quantité de galets quelquefois emmenée n'est pas du simple souvenir. Elle est destinée à faire peut-être des murets, des allées. Quand on en emmène des sacs, c'est pas le souvenir qui reste sur le meuble du salon. Et l'été, il y a sans aucun doute 4 à 5 mètres cubes qui partent au moins la semaine. Il ne faut pas emporter de galets. Et où que ce soit, à Étretat, mais partout ailleurs, c'est pareil. Beaucoup plus éco-responsable qu'un galet, le meilleur souvenir à rapporter de ces paysages d'exception, c'est une image gravée au fond de sa mémoire. Cyriaque, je suis très contente de découvrir ta passion, la pêche à pied, mais je vois pas vraiment ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on doit trouver? C'est pêche de découverte. On est plutôt dans une observation naturaliste sur une zone qu'on appelle le platier. C'est très beau ce dégradé de couleurs au sol. Donc c'est l'estran, la limite entre la marée basse et la marée haute. Ça découvre toute une zone rocheuse qui est couverte d'algues. Si on y passait la journée à inventorier les algues, on en compterait peut-être jusqu'à 70 espèces différentes. Wow. Là, tu as la laitue de mer, donc séchée à l'étuve.
Certains en font des chips à servir à l'apéro, smart apéro pour épater les amis. Ça a quel goût? Bah, c'est un peu salé et c'est protéiné. Alors, je vais pas te faire goûter celle-ci, je vais te faire goûter une autre algue qui est l'algue poivre. Je n'en connais pas de plus goûtu. Ça me fait penser à la truffe. Oui, c'est un goût de champignon, c'est vrai. C'est incroyable d'avoir quelque chose comme ça là, à disposition, Je qu'on peut mettre crois dans nos que assiettes. C'est une manne de nourriture. Chez nous, on n'a pas la culture de l'algue. Mais attends, on a de quoi se faire un repas là. Ouais. Les bigorneaux, la petite salade de chips. Ici, on peut découvrir tout un cortège de faune. C'est très riche. On est peut-être sur un des secteurs les plus riches sur le plan faunistique de tout le littoral français. Ah, Tiga, j'ai un crabe vert. Voyons, voyons. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ça, ce sont des œufs. C'est une maman. Donc, la femelle, elle protège ses œufs Elle est en en train crabe. de les protéger là. Oui, oui. Waouh, j'avais jamais vu Tout est ça. accroché à l'intérieur. Il y a Tu veux- beaucoup de. On la remet dans l'eau. On la remet dans l'eau. On va la replacer sous la roche. Là. Tu peux la C'était remettre ici que tu l'as ouais. trouvée? Oui, elle était là. C'est vertigineux, hein. Oui, t'as raison. Il y a un véritable abrupt. Combien mesure la falaise d'Aval? Le point culminant, il est à 105 mètres sur la Manne-Porte. Et là, sur la falaise d'Aval, on arrive à 90-95 mètres. Oh, et puis cette vue sur la ville d'Étretat. C'est un village qui s'intègre bien au creux de la vallée côtière. Exactement. La Valeuse, La Valeuse. c'est le mot qu'on donne à ce genre de vallée côtière qui débouche vers la mer à travers les falaises. C'est le terme spécifique qu'on utilise ici. Tout à fait. Quand on te parlera de Valeuse à l'avenir, tu penseras à Étretat, Côte d'Albâtre. Directement. Oh là là, c'est déjà marée haute. Ça monte. Oui, tu vois l'endroit où nous étions tout à l'heure. Oui. Eh bien, c'est recouvert par la mer. Mais on distingue bien le fameux parc à huîtres de Marie-Antoinette. Oui. On dit que c'est ici que les huîtres qui étaient servies à Versailles étaient stockées. C'est quoi tous ces oiseaux? On repère les goélands parce qu'ils ont les ailes... C'est un oiseau assez grand, il a les ailes arquées. Par contre, tu en as un qui vient longer la falaise et il repart. Et il repart, oui, ça Alors arrête lui, pas. c'est un fulmar boréal. C'est un cousin de l'albatros. Justement, je me demandais, côte d'Albâtre, ça vient du nom de cet oiseau, l'albatros, qu'on peut trouver ici? Non, mais l'albâtre, si on avait croisé Claude Monet Oui. sur la balade, il nous aurait dit que c'est une couleur. C'est la couleur que prend l'eau de mer quand la craie se dissout. Ça lui donne une couleur blanc laiteuse. C'est la couleur de l'albâtre. La côte d'Albâtre. Toi, qu'est-ce qui a stimulé ta curiosité? Qu'est-ce qui t'a fait te rapprocher comme ça de la nature? Cette curiosité, c'est mon grand-père chez qui j'allais en vacances à la ferme, à 4 km d'Étretat, qui m'a transmis cette fibre, cet intérêt pour la nature. C'est lui qui m'a montré le nid d'oiseaux caché dans la haie, appris à reconnaître le cormoran qui vole à ras de l'eau. Et je pense que c'est à l'âge de 10-12 ans qu'on s'imprègne, qu'on est des véritables éponges, qu'on devient amoureux d'un lieu. J'ai le sentiment que j'ai été un peu comme le jeune Guy de Maupassant qui, quand sa mère habitait à Étretat, le laissait venir attraper le crabe, les trilles dans les rochers. Si on voit autant Étretat dans son œuvre, c'est parce qu'il en était amoureux. Tiga, on est arrivé là où tu vas dormir ce soir, un hébergement insolite. Je te propose de venir découvrir. C'est ça? C'est ça, oui. Oui. Un bateau perché. Oui, une caloge, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le nom de, Oui, viens. de ce bateau. On va voir ça. Une caïque fatiguée d'avoir navigué, on l'a transformée en hébergement. Salut. Bonjour Marie-Jo. Bienvenue. Merci. Bonjour Présente, Tiga. Tiga, oui. Très heureuse. Moi aussi, très heureuse de Alors, vous accueillir.
comment cette caïque, ce bateau est arrivé dans votre jardin? Quand on a acheté la maison en 95, elle était déjà là et on soupçonne qu'elle ait été amenée ici en même temps que la construction de la maison, quoi, à peu près dans les années 1880-1900. Mon mari a eu envie de s'y coller, donc il a mis une petite année à restaurer. Il en a fait un petit nid douillet. Un petit nid douillet. Ouais. Est-ce qu'on te peut fait voir découvrir ce que ça donne? Je te fais découvrir ça, ouais. Oui. Entre. Voilà, attention à la petite marche et attention à la tête. Voilà, bienvenue, petit gars, dans notre petite caloge. Je vais être bien. On t'a pas demandé si tu avais le mal de mer, Tiga. C'est vrai qu'en arrivant de dehors, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir dormir dans un bateau comme ça? Et c'est vraiment charmant, vous avez très bien aménagé Merci, c'est très cette caille. Moi, si tu veux bien, je vais te souhaiter un excellent week-end sur la côte d'Albâtre, dans le pays de Caux. Merci, Cyriac. Au revoir, Tiga. Merci, j'ai adoré. Je vais te souhaiter de passer une très bonne nuit. Voilà. Merci beaucoup, je te fais un On bisou. se voit demain. Au petit-déj. Bisous au petit-déj, voilà. Salut Marie-Jo. Salut Tiga, Merci. bonne nuit. À Mers-les-Bains se trouve sans doute l'un des plus beaux trésors de la côte d'Albâtre, l'architecture balnéaire. La meilleure façon de la découvrir, c'est d'embarquer à bord du petit train. Son trajet longe le front de mer et permet d'avoir un premier aperçu de ces villas à nul autre pareil. Le front de mer est constitué de villas caractéristiques de l'architecture balnéaire avec de nombreuses influences à la fois anglaises, flamandes. La passion de Chantal, c'est les petits trains. 18 ans qu'elle est au volant d'une locomotive. Tours, Amboise, Deauville, elle a toujours travaillé dans des sites d'exception, mais elle se souvient encore de son arrivée à Mers-les-Bains il y a 5 ans. La première fois que j'ai vu cette villa, c'était magnifique, j'ai adoré. Voilà. Alors sur votre gauche, la dernière villa a été construite par Gustave Eiffel. Ce sont les meilleurs architectes de l'époque qui ont rivalisé d'imagination pour les construire. Beaux windows, boiseries, céramique, un éventail complet de l'architecture Belle Époque. Ici, les touristes ne regardent pas la mer, ils contemplent les façades. Le soleil et la lune. Et le dieu Le soleil avec la lune. Regarde les volutes du balcon. Ah oui, j'avais pas remarqué ça. Alors qu'on est dans le taupe et dans le gris partout, c'est super d'avoir des balcons de ces couleurs-là et d'oser les couleurs vives. Clair de lune, Cyrano, Villa Suzanne. Traditionnellement, il n'y avait pas de numéro de rue. Chaque villa portait un nom. C'est magnifique. Toutes ces couleurs, c'est original, c'est atypique, c'est... Voilà, on découvre... Il y en a beaucoup à retaper aussi, mais c'est vrai que c'est magnifique. Ces 600 villas ont été construites entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Si ces centenaires portent fièrement leur âge, les ravages du temps sont de plus en plus palpables. Avant la saison estivale, les échafaudages poussent partout dans la ville et les artisans se chargent d'offrir aux coquettes un lifting bien mérité. Donc voilà, quelques-uns des anciens fers qui sont corrodés par rapport à la rouille avec l'air salin. Ça c'est courant sur la ville de Mers, quoi. C'est la grosse maladie des aciers, quoi. Dans 2-3 ans, il y aurait eu une fissuration, puis une partie de la façade qui serait tombée. Ça c'est sûr et certain. Posséder une villa en bord de mer est un luxe qui demande beaucoup d'attention. Un ravalement de façade, tous les 7-10 ans, il faut refaire les ravalements. Il y a beaucoup plus d'entretien sur des villas en bord de mer que sur une villa à l'intérieur des terres. Quand il fait de la tempête, quand il fait du vent, tout ça, ça accentue. C'est intéressant parce qu'en fin de compte, on participe à la sauvegarde du patrimoine, en fin de compte. On a notre petite fierté personnelle. Hein. Entre les murs de ces villas, des générations se sont succédées. Jean-Yves vient à Mers depuis qu'il a 2 ans. Enfant, il y a passé toutes ses vacances. Quand j'avais 14-15 ans, on avait fait une boîte de nuit dans la cave de cette ville-là. Elle est grande. Elle est grande, oui, elle est grande.
C'est ses grands-parents, des Parisiens aisés, qui ont acheté une villa à Mers en 1918 pour en faire leur résidence secondaire. Ils habitaient près de la gare du Nord. C'était très pratique avec le train. On allait d'ailleurs beaucoup plus vite en 1918 pour venir ici qu'on ne met de temps aujourd'hui. Il y avait des porteurs à la gare qui apportaient des bagages. Enfin, c'était très organisé. Mers et ses villas se sont développées à l'époque des bains de mer, quand à la fin du 19e siècle, les Parisiens fortunés découvrent les bienfaits de la baignade. Au beau jour, la côte d'Albâtre devient leur lieu de villégiature. Après, là, il y avait une vieille photo de ton arrière-grand-mère, la maman de grand-père, tu vois, avec ses cousines, il y a Jacqueline, Christiane. Pendant des décennies, la bourgeoisie prend ses quartiers d'été à Mers. Une micro-société se développe. Les enfants jouent ensemble, des liens se tissent. C'est là où ma femme et moi, nous nous sommes connus. Et on est pas mal dans la famille à avoir connu son époux ou son épouse dans le coin. Parce qu'effectivement, le fait de passer 2 mois l'été, ça entraîne un certain nombre de liaisons avec le tennis, le bal, le casino et compagnie. Alors, il y a quelques amours de vacances qui finissent par conclure. Il y en a qui ne concluent pas, mais il y en a qui concluent. Manel, c'est pas la peine de rigoler. Mais dans la seconde moitié du XXe siècle, l'histoire d'amour entre les riches familles et Mers-les-Bains commence, elle, à se déliter. Mers est beaucoup moins à la mode parce que arrive l'automobile et les gens prennent la voiture. Il y a eu cette fameuse chanson de Charles Trenet, la Nationale 7, et puis des artistes dans les années 60 comme Brigitte Bardot, etc., qui allaient sur la Côte d'Azur et les gens voulaient y aller. Ceux qui avaient les moyens y allaient. Et Mers, à ce moment-là, est devenu un peu plus populaire. Dans les années 80, la ville a pris conscience que son salut passait par la préservation de ces villas d'exception. Depuis, le secteur est devenu classé. Les propriétaires sont incités à restaurer les demeures et ce coup de vernis a redonné des couleurs à la ville. Bonjour. Je suis de passage dans la ville du Havre et j'ai été attirée par les vitraux que vous avez mis dans la devanture. Merci, je vous en prie, rentrez, l'entrée est libre, donc n'hésitez pas. Je suis en train de couper du verre parce qu'en fait je suis verrier. Je fais de la création, de la restauration de vitraux. Voilà. Et là en l'occurrence je suis en train de restaurer un vitrail. Est-ce que je peux vous regarder travailler? Allez-y, je vous en prie, approchez-vous. Là je suis en train de couper des morceaux de verre, comme vous pouvez le voir là, hop, qui vont venir tout autour de la pièce manquante. Et ces vitraux, ils sont anciens, ils sont destinés à être mis dans une église ou... Alors oui, ils sont anciens, ce qui date du 19e siècle, mais non, ils ne vont pas dans une église. En fait, ce sont des vitraux civils qui étaient destinés à décorer des fenêtres intérieures d'habitation, en fait, de particuliers. Alors, mais comment on devient verrier? Moi, c'est plutôt lié à la lumière qu'on a sur le Havre, qui m'a donné envie d'aller travailler la lumière et la couleur qu'on a dans les vitraux. Ça, par exemple, c'est un projet? Oui, donc on est sur une composition qui reprend le parcours de la Seine. D'accord, donc là c'est la Seine en violet. Et là on part du Havre, on va jusqu'à Paris et vice-versa, du Havre jusqu'à Paris. Si tu veux, tu peux essayer de couper du verre. Oh, je suis touchée, tu me fais confiance. Alors la coupe en fait elle se fait avec cet outil qui est un coupe-verre. Oui, mets-toi à l'aise, parce qu'il faut vraiment utiliser tout le corps pour couper. Ok.
Un coupe-verre. Oui, c'est un coupe-verre qui est composé en fait d'une tête avec une roulette en tungstène. C'est un métal extrêmement dur qui permet de rayer le verre. Voilà, donc je vais juste te montrer le principe. On part toujours d'une extrémité vers l'autre. On tient notre coupe-verre un peu comme un stylo et on appuie légèrement sur le verre, un peu mais pas de trop, pour pouvoir rayer le verre. Après, on prend notre morceau de verre, on applique une pression sur l'extrémité. Voilà. Mais c'est efficace. Et je peux essayer d'en faire un comme ça? Alors oui, tu peux essayer une courbe, mais par contre, il faut que tu appuies légèrement plus pour qu'on entende vraiment le son. On dit que le verre chante en fait lorsque le verre, lorsqu'on coupe avec la bonne pression. Ok. Bon, alors je vais essayer de le faire chanter. Oui. Voilà. Alors maintenant, il faut que tu le décroches immédiatement. Donc comme je dis, tu mets une main de chaque côté. Oui. Vraiment, voilà, le pouce de chaque côté. Et voilà. Bravo. C'est super. Si tu le souhaites, on peut aller boire un café, puis aller dans les rues du Havre pour découvrir la ville. Je te suis. C'est très aéré. Oui, toute l'architecture a été pensée avec cette aération dans la ville. Le Havre a une histoire un peu particulière. La ville a été complètement détruite pendant la guerre et reconstruite. Donc, si j'ai bien appris mes leçons, c'est Auguste Perret, l'architecte, qui a tout repensé. Oui, exactement. C'est lui qui a tout repensé et vraiment, il est reparti de zéro. Ma grand-mère, quand j'étais petite, m'a montré des photos de la destruction. C'était très impressionnant, de la gare, qui est à quelques centaines de mètres. On pouvait voir la plage. Donc là, tout ça, il n'y avait rien du tout, il n'y avait plus rien du tout. Donc Auguste Perret avait carte blanche pour reconstruire le centre-ville. Alors je vois que c'est vraiment très harmonieux, que les maisons se ressemblent. Ce sont des blocs de béton. Oui, sa spécialité, c'était le béton, c'était le matériau phare de l'après-guerre. Au niveau de l'organisation de la ville, des grands axes en fait, qui permettaient une circulation très facile dans la ville. Et ça, c'est vraiment moderne, hein. C'est New York, c'est Mais c'est ça exactement, il s'est inspiré notamment des grandes villes américaines, donc New York, où on retrouve ce type de plan. Oh yeah. Tu dois être heureuse ici. Ah ouais, oui, vraiment. J'ai grandi au Havre, moi après je suis partie faire mes études sur Paris, j'ai décidé de revenir. Et voilà, je m'épanouis complètement ici, enfin, je redécouvre ma ville depuis que je suis revenue et vraiment j'adore. Enfin, c'est une très belle ville. C'est un bateau que tu aperçois là-bas? Oui. En fait, il y a des bateaux de croisière qui s'arrêtent maintenant au Havre depuis que la ville a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pour ça qu'il fallait vraiment que je passe ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe au Havre? On ne peut pas manquer cette destination, cette ville. Il fait chaud ici. Oui, ça sent très très bon. C'est vraiment une odeur qu'on retrouve souvent au Havre parce qu'il y a plusieurs torréfacteurs, mais je voulais t'emmener ici parce qu'il est excellent le café qu'il prépare. Ah, il est torréfié sur place. Oui, d'où cette odeur très présente de café torréfié. Et tu sais d'où vient ce café? Un peu partout dans le monde. Il y a 50% de la consommation de café français qui passe par le port du Havre. C'est vraiment un port très important. Le Havre et le café, c'est une histoire qui est intimement liée. Les premiers cafés sont arrivés au Havre il y a plus de 200 ans. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire du café, l'arrivée du café au Havre a contribué à sa richesse? Le café a contribué à développer bien sûr la richesse du port du Havre. Et juste après la guerre, le café était encore coté. Le café était mondialement coté au Havre. Eh bien, longue vie à votre café. Merci. Bonne dégustation. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. C'est ça l'église Saint-Joseph. Et oui. Dont j'ai entendu parler, mais maintes et maintes fois. C'est la pièce maîtresse d'Auguste Perret. Tout à fait. C'est magnifique. C'est très impressionnant. Hein. Donc j'aperçois des petites choses qui peuvent ressembler à ce que tu aimes bien. Peut-être des petites fenêtres, des petites ouvertures. Mais c'est vraiment différent d'une église qu'on a l'habitude de voir, une église traditionnelle.
qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, de l'extérieur, je doutais un petit peu de la luminosité à l'intérieur de l'église. Et pourtant, ça fonctionne. Ah oui, oui, très bien. Le nombre de petites ouvertures très importantes qui donnent cette luminosité. Et puis tu sais combien mesure le clocher? Ah oui, 107 mètres. 107 mètres. Tu sais combien il y a de vitraux? Non, je ne pourrais pas te dire précisément. Beaucoup. Oui. En tout cas, je peux dire qui a fait ces vitraux, c'est Marguerite Turé, qui est une femme verrier, qui a travaillé sur l'église entre 1950 et 1960. Et c'est exceptionnel, puisqu'en fait, il y avait très peu de femmes qui pratiquaient ce métier à l'époque. Ah oui, alors. C'était vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreuses. Il y a moins d'ouverture sur la partie basse. Et plus on monte en étage, et plus il y a d'ouverture. C'est pour représenter une envolée, en fait, et un accompagnement vers les cieux. En tout cas, Ludivine, merci d'avoir pris de ton temps pour me faire découvrir ta ville. Je t'en prie, c'est un plaisir. J'ai découvert que le Havre avait une architecture très sobre et que les habitants, s'ils te ressemblent tous, ce sont des gens très simples et très gentils. Merci. Dieu nous écoute. Le port du Havre, c'est une histoire de superlatifs. Premier port à conteneurs de l'Hexagone, 10 000 hectares de superficie, 40% du pétrole français y transite. Le centre névralgique de cet univers, c'est la capitainerie. Elle domine l'entrée du port. Derrière ces vitres, une poignée d'hommes chargés d'organiser tout ce trafic. Vous allez avoir votre pilote à 12h30. 1, 2, 3, 0 heure locale, il sera déposé par hélicoptère. Le Havre donne sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde, la Manche. Le trafic y est intense. Le port du Havre est un port très généraliste dans lequel on accueille des navires de commerce de toute taille. On a accueilli les plus gros porte-containers du monde avec 400 mètres de long, 60 mètres de large. En arrière-plan, un paquebot qui fait 325 mètres de long sur 40 mètres de large. Un petit chimiquier qui rentre dans une écluse. Et au milieu de tout ça, il faut aussi sortir des plaisanciers parce qu'on est aussi un port de plaisance et on est aussi un petit port de pêche. Et donc, l'une des missions de la capitainerie, c'est de réguler un petit peu tous ces trafics pour assurer la sécurité des navires dans le port. Lorsqu'il y a 500 ans, François Ier fonde officiellement la ville du Havre. Il crée en même temps le premier port national d'État. Depuis, la ville et le port n'ont eu de cesse de grandir ensemble. Le port a dû s'adapter au fil des siècles. Le port historique, les bateaux faisaient 30 mètres maximum. Et donc le port historique était assez enclavé dans les terres. Et au fil des siècles, les bateaux ont grossi. Donc les bassins ont grossi et ont gagné petit à petit vers le large jusqu'à Port 2000, qui permet aujourd'hui l'accès des plus gros navires porte-containers, 16 mètres de tirant d'eau. Une fois que les navires ont reçu le feu vert pour rentrer, d'autres hommes du port passent à l'action. Les géants des mers ne sont plus très à l'aise dans les étroits bassins du port. Ils ont besoin des remorqueurs. Marc Bicheux pilote l'un de ces bateaux, petit mais costaud, 4000 chevaux moteurs. Il prend en charge les navires dès l'entrée du chenal. On a des clients qui arrivent dans le port qui sont en parfait état, ils ne sont pas en panne de machine, rien du tout. Ils ont simplement besoin d'un petit coup de main pour les eaux resserrées du port. Donc dans le cas de notre navire qui arrive là, c'est un pétrolier, donc il va avoir besoin du remorqueur pour l'aider à freiner dans un premier temps, puis ensuite à éviter, c'est-à-dire à tourner sur place et à reculer vers son poste. Messieurs Meunier, 14h05. C'est parti pour l'abordage. Il faut caler sa vitesse sur l'autre, s'approcher au plus près pour que les hommes d'équipage relient les deux bateaux ensemble. Ici, c'est presque un petit navire. Certains porte-conteneurs ont parfois besoin de 4 remorqueurs pour les guider. Avec Clyde Fisher, le VB3 est câblé central derrière.
Moteur à fond, le remorqueur freine l'inertie du pétrolier. Les capitaines de ces poissons pilotes du port ont tous une solide expérience de la mer. Il faut des mois pour former un capitaine de remorqueur. Il faut être très assidu à sa formation, connaître le port, connaître ses navires. C'est un métier où il faut être posé, où on est toujours près des clients qui sont beaucoup plus gros que nous, donc finalement c'est assez dangereux. Donc il faut toujours remettre de ses moyens. Une fois les bateaux à quai, c'est une course contre la montre qui commence. Perchés en haut des grues, les dockers doivent décharger les conteneurs le plus vite possible. Johan est l'un d'entre eux. Il travaille à vue, installé sur une plaque de verre. Ouais, ça marche. À 40 mètres au-dessus du vide, pas facile d'être précis. Les yeux sont aussi à beurre parce que je ne peux pas voir exactement tout du fait de la hauteur. Donc mon camarade est relié avec moi à la radio et c'est lui qui me dit si je suis bien dedans. Et puis voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Johan décharge entre 23 et 30 boîtes par heure. Chaque jour, 8000 conteneurs doivent être pris en charge au Havre. Dans l'univers du fret maritime, où chaque seconde compte, grutier, c'est un poste clé. Il faut compter à peu près 1 an pour s'habituer des hauteurs. Le vertige, ça fait partie des tests d'embauche. Donc on nous monte d'abord dans les portiques avant de toucher aux manettes pour voir si nos réactions, forcément si on a le vertige, on n'est pas adapté pour ce poste. Le port du Havre ne s'arrête pratiquement jamais. Les hommes y travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 362 jours par an. Bonjour, j'ai envie d'une petite douceur, mais je ne sais pas encore quoi prendre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent. Salut César. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, oui. T'as la faim? Oui, tout va bien. Belle tradition? Oui, ça va, la farine marche bien. T'as préparé ma commande, Oui, César? je voudrais un sac de complet. Et le complet, j'ai noté. Et de la tradition et le vrac. Impeccable. Comme d'habitude. Bon, on a refait le point. Là, j'avais envie d'une petite douceur. Je ne sais pas encore quoi prendre de traditionnel. Merci. À la maison Portier, tout est bon, vous pouvez y aller. Tout est bon, surtout parce que d'après ce que j'ai compris, c'est votre farine. Eh ben oui, ce sont toutes nos farines pour faire tous les pains. Donc vous vivez dans un moulin? J'habite pas dans le moulin, mais je vis moulin quand même. Ah, d'accord. C'est quoi, c'est un moulin à eau, un moulin à vent? C'est un moulin à eau, oui. Un moulin à eau qui a été construit en 1789 par les moines de l'abbaye de Fécamp. Est-ce que vous pouvez me conseiller une spécialité locale? Qu'est-ce qu'on mange au Havre? La spécialité locale, ça va être le flan havrais. Le flan havrais? Bah oui. Ok, ben je vais goûter ça. Je vais vous en prendre un, s'il vous plaît. Vous en voulez un, Vincent? Non, merci, c'est gentil. Alors, vous vous intéressez au moulin, alors? Oui. Est-ce que vous voulez que je vous emmène le visiter? Avec plaisir. Vous êtes sûr que vous voulez pas un flan, hein? C'est pas bon pour ce que j'ai. Bonne journée, madame. Bonne journée à vous, madame. Alors, ce moulin, Ah ben, je t'emmène. il est loin? On est à 40 km. Eh bien, je suis très curieuse de découvrir ton métier. Meunier. C'est pas tous les jours qu'on croise un meunier. Ah non, c'est sûr, Tiga, on ne croise pas un meunier tous les jours. Il y a combien de meuniers en France aujourd'hui? Aujourd'hui, on est moins de 400. En 1900, on était plus de 5000. Toi, comment tu es tombé dedans? Je suis tombé dedans, je suis né dedans. Tu es né dedans? Oui. Né dans la farine? Dedans. Je suis né dans la farine. Mon père est meunier, mon grand-père était meunier, mon arrière-grand-père était meunier, et c'est comme ça depuis 6 générations. Tu fournis beaucoup de boulangeries J'ai environ, au Havre? 150 clients en tout au moulin. Sur le Havre, on a une vingtaine de boulangers. Ouais. Sur Rouen, également une vingtaine. Je suis impatiente de découvrir ton moulin. Et bien, on y arrive. On va entrer dans Vitefleur. Et voilà ce qui ressemble à un moulin. C'est ton moulin, ça? Oui. Ton moulin à eau ne ressemble pas du tout à un moulin. À eau, non plus. On va se rapprocher de ce monstre.
Et voilà, bienvenue au moulin de Vitefleur. D'accord. Tu t'attendais à quoi, un petit machin avec une petite meule qui tourne et une petite roue sur le côté? Mais oui, un joli petit bateau, une petite maison de pierre, la petite rivière à côté. On a bien la petite rivière, on a bien la roue, mais c'est fini ce temps-là. Tu vas pas nourrir la planète avec une petite meule. Alors, c'est donc un moulin inspiré d'Auguste Perret. C'est un plan Marshall reconstruction après la guerre. C'est un 90 tonnes jour. Bon, tu veux faire un tour? Oui, je veux bien, Vincent. Alors, dis donc. Tout c'est bruyant ici. Oui, justement. Je vais donner quelques explications ici, parce que là-haut, on ne pourra pas s'entendre. D'accord. Donc, il y a 5 étages de production. À chaque étage, il y a des machines différentes. D'accord. Au premier étage, c'est là qu'on écrase le blé. Alors, pas sur des meules à l'ancienne, comme tu pensais, mais sur des appareils à cylindres. D'accord. Donc, ce sont 2 cylindres métalliques qui tournent. D'accord. Pour écraser le blé, pour faire la mouture. Est-ce que ça reste de la farine artisanale? Ça reste de la farine artisanale. On a un petit moulin qui ne chauffe pas les produits, qui ne chauffe pas la farine. C'est pas un moulin industriel, c'est pas un 500 tonnes jour ou un 300 tonnes jour. C'est un tout petit moulin. Allez. Bon. Voyons ce moulin moderne. Blanchistère. Ça tamise. D'accord. Donc dedans, ce sont des tamis. Et là, je vais te faire travailler un peu. Mais il n'y a personne dans ton usine. Non? Meunier, tu dors? Meunier, tu dors, c'est ça en fait. Les machines bossent pour toi. Eh oui. Vide la pelle dessus. D'accord. Pose ta pelle. Ok. Et maintenant, tu fais le même mouvement que le blanchistère. Que ça? Allez, plus vite. Allez, regarde derrière, là, plus vite, allez. Allez. Ah, je suis à fond. Comme tu vois, nous avons séparé les produits, la farine est là. D'accord. C'est ce qui m'intéresse. Ah, d'accord. Ça, c'est pas de la farine, ça. Non, ça retourne se faire travailler sur un autre appareil en bas. Bonjour Vincent. Ça va? Bien et toi? Ça va, ça va. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur Jean-Louis, je vous présente Tiga. Enchanté, Elle est en Tiga. week-end sur la côte d'Albâtre. Super. Oui. Je l'ai ramassé ce matin au Havre pour lui montrer mon moulin. Formidable. Donc je voudrais de la farine, Vincent. Oui. Deux sacs, un pour moi et un pour Amélie à la maison. D'accord. S'il te plaît. Je peux t'aider? Bah, avec plaisir, viens. Donc c'est ça, Tiga. Un sac, c'est 25 kilos. Waouh, mais c'est mon poids. Pas loin, je pense. Ah. Ok, c'est bon là s'il se renverse sur le côté là? Ah, il se renversera pas. Ah. Vas-y, je passe devant. Ça va? Ouais. Et voilà. Ah, je m'y attendais pas. Merci. Mais de rien. Merci Vincent. À la prochaine, Jean-Louis. À bientôt. À bientôt, merci. C'est vous qui Au allez revoir, les descendre tout seul? Oui, bien sûr. Ah, vous êtes Regardez, j'ai la gaillard. même stature que Vincent. Donc, C'est vrai. ça va aller. À bientôt. À bientôt. Allez, bonne journée. Merci, au revoir. Salut Jean-Louis. Tu vois, Tiga, je pouvais pas te laisser partir sans te montrer les restes du vieux moulin. Oh là là. Voilà, Ouais, là, ça, tu c'est me une fais belle roue. plaisir. Bah, effectivement, il est bien abîmé. Nous avons toujours la roue Oh là qui là. ne sert plus. Bah, effectivement, il est petit pour faire 60 tonnes par jour de farine. Oui. Oui, mais quand j'ai acheté le moulin, elle fonctionnait encore. Et sur la vallée de la Durdan, est-ce qu'il reste encore des moulins? Alors il reste encore des moulins, il y en avait 80. On est le dernier en activité. Tu es le dernier meunier de la vallée. On est le dernier moulin de la vallée.
Merci pour ta gentillesse et de m'avoir fait confiance, de m'amener avec toi. C'est normal. Je suis très touchée. Ça me fait plaisir. Et quand tu reviens au week-end dans la région, tu passes nous voir. Et quand je mangerai du pain, à chaque fois, je penserai à toi. Ah bah, et puis du pain d'artisan boulanger. Hein. Ah oui, compte sur moi. Au cœur de cette vallée se niche un savoir-faire unique au monde. Depuis plusieurs siècles, un artisanat d'exception s'est développé dans la vallée de la Brelle. Un objet que l'on retrouve dans tous les foyers et dont on oublierait presque qu'il est une petite œuvre d'art. 70% des flacons de parfums de grandes marques vendus à travers le monde proviennent de cette vallée qui s'est rebaptisée Glass Valley, la vallée du verre en anglais. Le premier maître verrier s'est établi en 1429 et son installation ici n'était pas un hasard. Le premier élément essentiel pour faire du verre, c'est l'énergie. Et quoi de mieux qu'une forêt comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui pour pouvoir alimenter les fours qui allaient fondre le verre. Donc c'est pour ça qu'on va voir au fil des siècles fleurir plusieurs verriers de toute taille, donc pour alimenter le besoin en verre à l'époque. Aujourd'hui, les fours ne sont plus chauffés au bois, mais les verriers sont restés dans la vallée. Michel Carpentier travaille pour l'une des 2 plus grosses verreries de la région. 280 millions de flacons par an, 1200 salariés, une vénérable maison fondée en 1623. Et depuis cette époque, l'ingrédient principal est resté le même. Nous nous trouvons ici dans le premier bâtiment essentiel à la fabrication d'un flacon de parfum, qui est le bâtiment de composition. La composition, c'est la recette. Et l'ingrédient principal pour fabriquer du verre, c'est le sable, mais pas n'importe lequel. Alors ce sable, cette silice, ne vient surtout pas de la plage, parce que la qualité n'est pas du tout attendue. C'est du sable qui vient de carrière. Dans le flacon de parfum, nous cherchons l'excellence, la transparence, l'aspect cristallin du verre. Et cette qualité de sable permet d'être la première pierre pour pouvoir obtenir ce flacon de parfum parfait. Au sable, les verriers ajoutent de la soude, de la chaux et d'autres ingrédients plus confidentiels. La fabrication des flacons de luxe relève du secret industriel. Tout juste sait-on que ce mélange est chauffé jusqu'à atteindre 1600 degrés, plus chaud que la lave. Le magma obtenu est ensuite placé dans des moules pour en ressortir flacons. Nous sommes ici dans une verrerie industrielle. Le souffleur de verre, dont on a tous l'image, n'est plus d'actualité dans ce genre d'industrie. Donc on a effectivement des machines automatiques qui viennent souffler le verre automatiquement dans ces moules, dont on voit ici quelques pièces. Et pour faire un nombre de flacons avec une quantité donc extrêmement importante par rapport à ce que vous pouvez faire il y a seulement 100 ans ou 200 ans. La verrerie possède 3000 références de moules pour satisfaire tous ses clients. Chaque jour, entre 750 000 et 1 million de flacons sortent de l'usine. L'industrie du flaconnage de luxe continue de faire les beaux jours de la vallée de la Brelle. Ces dernières décennies, un certain nombre de petites verreries ont fermé, mais dans le même temps, de nouvelles entreprises se sont développées pour satisfaire les désirs des parfumeurs. Décoration de flacons, laquage, sablage. Avec 7000 emplois, le flacon est de loin l'employeur numéro 1 dans la région. Avec le verre, la vallée de la Brelle continue de voir la vie en rose. Ouais, petit gars! Hey, Daniel! Je suis là, c'est par ici. Tu peux monter. Je suis très heureuse de te rencontrer. Moi aussi. Par ce grand temps, il y a tellement de bises, on va se faire le bise. Ah oui. Aussi.
C'est la première fois que tu viens à Fécamp? Oui. Si je t'ai amené là, c'est que tu as un point de vue magnifique. Regarde sur ces falaises. Est-ce que tu reconnais un peu? Étretat. Étretat, ben voilà, tu as la pointe d'Étretat qui est juste là-bas, la Qu'on falaise d'Amont. aperçoit là-bas. Et puis quand tu contournes, ben, le petit village qui est là, tu aperçois Yport. C'est là où on va souvent avec notre caïque. Oui, c'est le bateau traditionnel. Dans le patrimoine, on a la dernière caïque qui flotte, nous. On aura la dernière, la seule au monde. Est-ce que je pourrais la voir? Tu pourras la voir, je t'emmènerai bien Oui. sûr. Ce sera avec plaisir, au contraire. De mes yeux, je veux la voir. Tu la verras. Tu la verras. Et là, on arrive à Fécamp. Et là, tu arrives à Fécamp. Et puis son port, donc tu avais quand même tout un pan de pêche qui existait, hein, mais qui s'est développé énormément avec la pêche à la morue. Fécamp était un très grand port morutier. Mais cette capitale des Terre-Neuve, comme on disait, il y a toujours cette âme des marins qui est là. Les Terre-Neuve, ce sont les morutiers. Voilà, les Terre-Neuve, c'était les pêchés à Terre-Neuve. Et le lieu où on s'est donné rendez-vous, c'était un des hauts lieux, donc justement, de toute cette ferveur de ces Terre-Neuve. Donc à chaque fois que tu partais, tout le monde ici se mettait sous la protection de la Vierge et que les bateaux saluent toujours. Avec la caïque, on a gardé cette tradition de saluer par 3 petits coups de corne, tu sais. D'accord. Parle-moi de cette chapelle Notre-Dame de Salut. Est-ce qu'elle est encore très importante dans la vie des marins ici à Fécamp? Alors les marins, oui, c'est très important pour les Fécampois. Le coup, c'est ça, c'est que tous les gens qui disparaissent en mer, tu les retrouves pas. Tu ne sais plus où ils sont. Oui. Donc le seul lieu où tu peux les avoir, c'est dans... Et venir te recueillir. C'est là pour se recueillir, quoi. La Vierge porte un bateau. Porte son 3 mâts. Son 3 mâts. Voilà. Donc elle veille sur tous ceux qui ont déposé ces offrandes, qui ont tout ça. Oui, les offrandes, ce sont les ex-voto. Les ex-voto, c'est ça. Donc les bateaux étaient là sous la protection de la Vierge, d'autres c'était en mémoire des disparus. Là, ici, c'est les plaques, tu vois, malheureusement, commémoratives. Là, tu vois tout ça. Et puis dans les choses beaucoup plus près de nous, là, tu vas retrouver la dernière grande catastrophe, là, le Snekker Arctic. Ils sont nombreux, hein. 86, c'est quand même relativement récent. Est-ce que toi, tu as déjà eu besoin de faire un ex-voto près de Marie, ici, dans la chapelle? Une fois, un remerciement. Ouais. À bord du bateau, on avait pêché une mine absolument, enfin, une LMB, un truc de près d'une tonne de charge de poudre. Qui restait de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et j'étais avec des élèves, on l'avait trimballé pendant des heures à côté de l'hélice. Je ne savais même pas que c'était une mine à l'époque. Ouais. Elle n'avait pas l'allure d'une mine. Et les démineurs nous ont dit, enfin, je te pose plein de petites choses, mais nous avons dit qu'on aurait dû obligatoirement se faire sauter quand on l'avait remouillée. La mine était intacte, elle fonctionnait. Elle était intacte, les systèmes hydrostatiques marchaient, tout. Et on n'a pas sauté. Il y a des fois, donc tu as de la chance. Moi, quand je viens à ça représente quelque chose aussi pour moi, là, ici. Oui. Ouais, c'est des souvenirs. Ça, c'était des élèves que j'ai eus au lycée. Là, j'en ai une partie d'amis qui sont là, qui étaient... Mais bon, il faut garder, pour nous, il faut garder un peu plutôt ce qui est le joyeux. Et puis que ça nous fait toujours rêver, c'est quand même un espace de liberté. Et puis dans tous les espaces de liberté, tu sais que ta liberté... c'est ça. Mais bon, c'est pourquoi on se met sous la protection de la Vierge. Oui. Il faut que je te présente une figure aussi incontournable de Fécamp, Françoise Ilanounou, qui est femme de pêcheur, qui a un restaurant ici, superbe. Tu vas voir, elle a de la personnalité. Moi, je vais aller vous en chercher. Moi, je suis producteur de cidre. On pourra avoir des enfants On va au bar? Ah oui, ouais. Ça va? Pas de téléphone en mangeant. Après, les plats, ils sont froids. Ah, voici minute, non? Voilà, hein?
C'est vous, Nounoute? Ah oui, c'est moi. Dites-moi, Nounoute, moi, femme de marin, femme de pêcheur, ça veut dire quoi? La femme de marin, c'est la femme qui s'occupe du bateau, les vives, faire les courses, qu'on soit toujours présent quand le bateau rentre. Et je suis souvent sur les quais avec mes pêcheurs, avec les gars comme eux. Je suis la mascotte d'eux. Et mon petit-fils, par la suite, est à l'école des mousses. On voudrait, dans 2 ou 3 ans, 18 ans, leur mettre avec un bateau dans les mains, comme son grand-père. Ok. Et Nounoute, donc vos parents aussi étaient une famille non, de pêcheurs? Non, mon père était maçon. D'accord. Rien à voir. Mes frères étaient pêcheurs. Et vos frères, ils sont restés à Fécamp? Ils sont toujours là? Ah non. Non, il n'en reste plus que 2. Les autres sont disparus en mer. J'en ai un, ils étaient tous pêcheurs, le Snecker arctique. La moitié de ma famille est disparue en mer. Le gros bateau qui a coulé au large. On l'a vu à la chapelle. Oui, monsieur Jouan. Toute une personnalité. Hein. Et tous des bons pêcheurs. Oui. Ça vous touche encore? Ah oui, oui. On ne veut pas voir le mois de février, on s'en va. Quand arrive février, on s'en va, on s'éparpille. Est-ce qu'on pourrait boire à leur santé, tiens? Oui. Allez, ça c'est du T'en pur. bois pas, Nounoute? Une de mes gouttes? Je travaille. Oui, je sais. Oui, allez, le patron ne dira rien. Non. J'ai toujours été chef. Voilà. Personne ne me commande. Donc tu as le droit. Et mes gouttes, à ta santé. Oui. Et à tous les projets qu'on a, la vie continue. À la côte d'Albâtre. Et elle est belle. Et à vous deux. Et à tous nos mousses de l'école des mousses. Oui, et bien voilà, tu vois, on approche de la Vierge de Lourdes. La rescapée des caïques. Exactement, exactement. Salut Voilà. les marins. Eh bien, voilà, je te présente Bonjour. Luc, notre président de l'association. Bonjour. Je te Tiga. présente Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et Yannick. Et Yannick. Santé, bienvenue à bord. La particularité de la caïque, c'est que c'est un bateau d'échouage. Oui, c'est-à-dire qu'il n'allait Qu'est-ce qu'il pas, a de qu'il n'allait différent? pas Qui se au pose port. sur les galets pour débarquer son poisson. Du coup, ça devient la devise de l'association. C'est une des seules associations où on est heureux quand on a échoué. Et plus on échoue dans l'année, plus on est content. C'est ça. Et casquette. Vous enlevez tous les chapeaux. J'enlève mon bonnet. Les femmes peuvent garder le bonnet. C'est comme à l'église. D'accord. Il y a un gras qui arrive là. Hein. Ouais, on va pouvoir capeler les vareuses pour nous. Parce que dis donc, Qu'est-ce que t'appelles capeler les vareuses? Normalement, c'est un terme pour manœuvrer les voiles. C'est une manœuvre spécifique de voile, Oui. mais qu'on a adapté Pour vous habiller, pour quoi, les pour vous vêtements. couvrir. en termes exacts, capeler, c'est passer par-dessus. Tu capelles une vareuse. Moi, j'ai enfilé ma veste, mon ciré. C'est D'accord. passer par-dessus. Et retirer, c'est décapeler. Ok. Bon, on n'est pas prêt de décapeler les vareuses. Comment tu expliques que ce soit la dernière caïque? C'est pourtant un très beau bateau. Alors, ce type de bateau très particulier qui existait que d'Étretat à Fécamp pratiquement. Donc il n'y en avait pas énormément. Les derniers construits, ça devait être en 1952. D'accord. Ils étaient construits que pour une quinzaine d'années. Et donc ils ont tous disparu de leur belle mort.
C'est pour ça que c'est une rareté. Bah, si tu veux, la mer a l'air un petit peu plus calme. Oui. Si ça t'intéresse, on va demander à Yannick qui t'initie à la barre. Tu te rapproches un peu, tu enjambes un peu ça. Yannick, et tu mets ta main gauche sur la barre. Ok, on peut partager la barre tous les deux? Donc là, tu suis toujours ton cap. Le but, c'est de passer entre les deux bouées qui sont là-bas. Ok. Voilà. Alors, les gars, comment tu trouves? Ça te plaît de naviguer comme ça, de tenir la barre? Ça me plaît d'être avec vous. Heureusement que les conditions sont pas trop énormes parce que... Bah là, je pense que si ça avait été un ton au-dessus, on serait pas sorti. Je vais te laisser le faire quand même parce que j'ai peur qu'on se retrouve où il ne faut pas. Je vais aller m'avancer, je vais aller tout Avec devant. plaisir, on va voir Daniel là-bas, qui t'attend. Daniel, merci hein, pour cette sortie. Non, je me sens mais tellement bien dans cet élément. Même s'il y a du vent, un petit peu de grain, c'est... C'est quand même joli. C'est très joli. Les grandes heures du port de Fécamp appartiennent au passé. Premier port morutier au début du XXe siècle, il n'accueille désormais plus qu'une vingtaine de bateaux de pêche. Pourtant, même parmi la jeune génération, certains rêvent encore de prendre la mer. Aujourd'hui, Quentin, 18 ans, touche son rêve du doigt. Il a le droit de manœuvrer le bateau de son oncle sous l'œil attentif de ce dernier. La pratique manque encore un peu d'assurance pour la sortie en mer. Le jeune homme attendra. La théorie, en revanche, n'a aucun secret pour lui. Là, on a 2 TAP 300 qui sert à tracer les routes. Là, on a le radar, les 2 GPS, le chef. Le jeune homme est ici comme un poisson dans l'eau. Depuis ses 10 ans, il arpente les pontons. Il est incollable sur la vie du port. On a dû faire une petite semaine à la mer. C'est une passion. Il y en a, c'est pour regarder, je sais pas, aller au skatepark, regarder le vélo. Bah, nous, c'est aller voir les bateaux. Ouais, voilà. Il y en a, ils aiment bien aller à la plage. Nous, c'est partir à la mer. Quoi. Bah, puis nous, on a ça dans le sang aussi, Voilà. quelque part. Donc, c'est depuis qu'on est petit, quoi. Voilà. Petit-fils et fils de marin, c'est son père qui lui a transmis le virus. J'ai eu beaucoup de souvenirs avec les débarques des bateaux, dès qu'ils rentraient, quand on faisait le matériel, on sortait un peu en mer, faire les petites pêches. Je préférais partir à la mer qu'à l'école. Aujourd'hui pourtant, pour partir en mer, il faut passer par les bancs de l'école. Quentin est élève au lycée maritime Anita Conti de Fécamp. Il existe 14 établissements comme celui-ci répartis sur toute la côte française. Sa matinée commence par des cours théoriques. Le bateau au départ il fait 149 tonnes. Ils ont rajouté 20 tonnes. Combien ils s'enfoncent? Sachant que les 20 tonnes... Tout ce qui est maths, j'aime pas trop. C'est pas forcément la spécialité. Pourtant, même les cours de maths ne sont jamais loin du monde de la pêche. Ce matin, par exemple, on parle de répartition de charges. Quand on pêche le poisson, ouais, il est rangé dans la cale et puis il faut pas le mettre n'importe comment pour éviter que la stabilité du bateau elle soit modifiée. Le lycée est tourné vers le large, mais il ne forme pas uniquement à la pêche. Les 140 lycéens se préparent à tous les métiers de la mer, pilote, sauveteur ou mécanicien. Tu vois les deux feux, tu vois le feu vert et le feu rouge, ça veut dire qu'il arrive droit sur toi. Donc c'est pas ce qu'il faut. Donc le mieux c'est d'essayer d'appuyer un peu vers les bouées rouges, d'accord? Dans cette salle, Hugo, 16 ans, s'entraîne à piloter un porte-conteneurs virtuel. Lui prépare un bac pro électromécanicien de marine. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être chef mécanicien dans la marine nationale. Donc, je fais ce qu'il faut pour y entrer. En début d'après-midi, changement de tenue pour Quentin. Port de chaussures de sécurité obligatoire, comme en conditions réelles.
D'ailleurs, la classe ressemble plus au pont d'un bateau qu'à une salle de cours. Je l'ai là. Moi, je coupe à combien du coup? Donc là, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est en train de reprendre. Tu dégages tout ce qui est en rouge. Tout ce qui est en rouge. Vérifie que là, on est bien sur la bouture, tu vois, dans le prolongement de la bouture. C'est parti pour un cours de 2 heures de ramandage. Alors, ramander, c'est reboucher les trous dans le chalut. Puis, s'il y a un trou, on prend les aiguilles pour les reboucher. Si le chalut, il n'est pas à l'eau, c'est qu'on ne pêche pas. Puis, si on pêche pas, pas bon. C'est le principal de la formation. Pour les pêcheurs, c'est hyper important de savoir ramander. Bon, c'est quand même une technique. Ça ne s'apprend pas en une journée. Il faut quand même plus ou moins 2 à 3 ans de formation pour vraiment être au top sur la réparation et le montage des engins de pêche. Donc j'estime que c'est un cours hyper important pour nos pêcheurs. Plus c'est réparé précis, plus l'engin de pêche va travailler correctement. Donc je pense que non, Quentin, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il va nous faire ça bien. En fin de journée, lorsque les beaux jours pointent le bout de leur nez, les élèves rejoignent leur terrain de jeu favori. Vas-y, saute. Sauter dans le pleur, ça rafraîchit après les cours. Elle est bonne, super bonne là. Vas-y, on t'attend, on fait tous ensemble, Malgré le soleil, l'eau n'est qu'à 13 degrés. Mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs des futurs pêcheurs. Comparé à la mer, il n'y a rien autour. Ça fait comme un sentiment de liberté, de décompression. Impossible pour Quentin et les autres futurs marins de résister à l'appel de la mer. L'été sur le point de s'éclipser, de s'effacer sous les nuées, laissons-nous une dernière chance d'aller nous baigner. Trempons le bout de nos pieds avec insouciance. Bonjour madame. Bonjour. On m'a dit que c'est vous qui pouvez me faire goûter le Neuchâtel. Oui, un petit comme ça. Vous avez de la tome de Neuchâtel aussi et vous avez de la tome de chèvre. De toute façon, tous les producteurs normands. Après, le Neuchâtel, c'est spécifique chez nous. Ok, c'est fait comment C'est un fromage qui est fait avec du lait de vache normande exclusivement. Vous n'avez pas de mélange de lait de vache pour le Neuchâtel, autrement ça n'a plus l'appellation. Alors ça c'est frais, c'est doux. Ça vous plaît? C'est ce que j'aime. Effectivement, c'est doux. Je vous en prends, écoutez, j'ai 5 €. Je vais vous en prendre 5. Alors s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne dégustation. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Mais je reconnais cette petite camionnette. Jean-Louis. Bonjour petit gars. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, écoutez, je me promène. Ah bah c'est formidable, c'est une Il faut très bonne visiter. idée. Bah oui, ils veulent les roses, je crois que c'est assez incontournable. Et alors, qu'est-ce que vous faites là, vous? Alors j'ai fabriqué différentes choses avec la bonne farine de Vincent. Ah oui, la farine bio, vous êtes venu Voilà. chercher hier. Et donc il y a des scones, des crumbles et des tartes salées à différents parfums. Et à quoi sont vos tartes alors? Il y a une tarte qui s'appelle la Velaise, qui est à base de cresson, parce que nous avons la chance d'avoir des cressonnières ici à Veul. Le cresson, c'est une espèce de Oui, salade, oui, c'est qui ça? pousse vraiment dans une eau pure. Vous en voulez un morceau, petit gars? Oui. Alors, avec plaisir. Jean-Louis, vous êtes du village de Veul-les-Roses? Alors, je suis du côté Criel-sur-Mer, mais j'ai ma compagne qui habite à Veul-les-Roses. Donc, je me partage entre les deux endroits. Voilà, petit gars. Merci beaucoup. C'est très bon. Jean-Louis? Oui. Est-ce que vous savez quel chemin je dois prendre pour rejoindre la Veule? C'est pas loin d'ici et je peux t'accompagner, petit gars, si tu veux. C'est encore mieux.
Ça fera 2 €. Merci. Bonne journée. Attends, je vais te présenter quelqu'un. Darling, viens, je vais te présenter quelqu'un. Oh, ce lover. Darling. Je te présente Tiga, qui vient passer un week-end sur la côte d'Albâtre. Bonjour. Bonjour. Amélie. Ma compagne. Très heureuse, Amélie. Donc, la fameuse Amélie qui t'a convaincue de mettre ton camion ici à Veules-les-Roses. C'est vrai. Quels étaient les arguments? Veules, déjà, on a un joli village, il y a du monde, Jean-Louis fait des bons produits. On a des gens qui sont curieux, qui aiment les bonnes choses, les jolies choses. Donc Veules était la place toute trouvée. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que Veules-les-Roses, c'est quand même un village qui aime les records. Plus petit fleuve de France. Oui. On a été élu 6e village préféré des Français il y a quelques années. On vient d'être labellisé plus beau village de France, parmi d'autres, hein, bien sûr. Peut-être d'autres d'ailleurs, je ne sais pas. C'est l'un des plus anciens du pays de Caux. Je ne savais pas. Ah, ouais. J'ai un petit peu bouquiné avant de venir. Je vais emmener Tiga voir la Veule. Ouais. Je reviens tout à l'heure. D'accord. On y va, Tiga? Je vous adore, oui. Oui, on y va. Allez, viens. À plus tard, Amélie. À bientôt. Vous êtes trop beaux tous les deux. Et donc là, tu as la Veule qui a été canalisée récemment, mais elle se jette dans la Manche, à cet endroit-là. Donc la Veule, c'est le plus petit fleuve de France. Oui. Il fait combien Il fait 1137 mètres, et donc il fait toute la longueur du village. Ça te dit qu'on le remonte? Absolument, je t'emmène, on va au Cressonnière. Il y aura un peu moins de vent, parce que là, on va s'envoler. Dis-moi, Jean-Louis, sans compter les touristes et les voyageurs, combien il y a d'habitants à Veules-les-Roses? Un petit peu moins de 600 habitants. Il y a beaucoup de moulins? Je crois qu'il y en a 7. 7? Oui, je Sur crois. 1 kilomètre? Voilà, c'est ça. C'est un record, encore une fois. Je Encore. pense qu'il faudrait qu'on essaie On de va voir lister les records, je pense. C'est vraiment joli, toutes ces tulipes. Et combien de tulipes? Je rigole. Les tulipes perroquets de cuisine. La fille qui a trop de questions. Donc là, nous arrivons dans 2 endroits emblématiques de Veules-les-Roses. Une chaumière avec colombage, toit de chaume. Ah oui. Et au-dessus du toit, tu vois des iris qui sont plantés. Oui. Ça permettait que le toit soit bien étanche. Ça, c'est avant qu'on passe au toit en ardoise. Voilà, on était au absolument. toit de chaume, c'est beau. Oui, Elle est très belle cette Très toile. jolie. Et l'abreuvoir un petit peu plus loin, là, un endroit où il y a très peu d'eau, avec une descente. Et les animaux Ah venaient oui. s'abreuver ici. Et il y a quelques truites dedans aussi. Il y a un canard heureux. Il y a un canard Là-bas. heureux. Oui. Regarde maintenant. S'il y a des truites, c'est que l'eau est pure. Absolument, c'est vrai. Tu vois, là, nous sommes arrivés à la source de la Veule qui est un tout petit peu plus loin. Et ici, donc, tu as des cressonnières, là où pousse le cresson que j'utilise pour faire mes tartes. Et alors, de quoi a l'air ce cresson de près? On dirait de la mâche de loin. Je vais t'en cueillir un petit peu. Tu veux que je te suive? Attends, j'arrive. Allez, viens. Que tu sois pas tout seul quand même. Merci. Voilà, bien. On va aller ramasser un petit peu de cresson. Voilà, regarde. Oh là, Tu vois, t'es là, tout regarde. un pied. Tout à fait cresson. Tu as vu toutes ces racines? Ah, ça me ressemble. Tu vois, je voyais ça comme de la salade, comme une Non, tu vois, regarde. laitue. Tu vois? Ça tient à peine sur l'eau, enfin dans l'eau. Et alors, qu'est-ce que tu cuisines, toi? Tu cuisines. Moi, je cuisine ça, les feuilles. Tu vois. Juste les feuilles. Pas la. Non, pas la tige, toi. Pas la C'est trop tige. gros, trop.
Ce serait trop dur à manger, toi. Ça n'a pas d'odeur. Tu croques un peu? Ah, tu manges? Ah bah oui, puis ça se mange en salade. C'est ça. On dirait deux vaches normandes. Nous allons ruminer. Ah, ce petit goût. C'est un peu piquant. Ah, toi, ça, c'est vraiment... Mais franchement, c'est très savoureux. Ouais. Pour faire une salade, c'est une bonne idée. C'est très, très bon. Merci infiniment. Je t'en prie, Tiga. Merci. Au pied de ces falaises s'est déroulé un épisode aussi héroïque qu'oublié de la Seconde Guerre mondiale. 2 ans avant le débarquement, les Alliés ont tenté de prendre pied sur les côtes françaises. Ce matin du 19 août 1942, la mer et le ciel grouillent d'activité. Les Alliés passent à l'offensive. C'est une armada de 252 navires qui va mettre le cap sur Dieppe, couvert par 72 escadrilles de 12 appareils chacune, 50 chars et sur les 6000 participants, 5000 Canadiens. L'opération Jubilé a commencé. Les Alliés attaquent la côte en 5 points. Le gros des troupes se concentre sur la plage de Dieppe. C'est le cœur de la bataille. Mais les Allemands sont bien retranchés derrière leur mur de l'Atlantique. Ils ont truffé la côte de défense. L'opération ressemble à une mission suicide. Cette vision est assez parlante, hein. Nous avons une plage, c'est plat, avec un très grand recul pour atteindre des habitations. De chaque côté, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, entouré de falaises, truffées de canons et de mitrailleuses. Ce fut un feu nourri avec les défenses allemandes de part et d'autre de ces falaises, tirs croisés. Sur cette plage, ce fut l'horreur. En quelques heures, 3000 soldats sont blessés ou faits prisonniers. 1500 sont tués. Militairement, le raid est un désastre. Cette offensive était avant tout une diversion. Eh bien, à l'origine, il faut remonter à cet hiver 41-42. Les troupes soviétiques à l'Est subissent de gros revers. Staline en arrive à solliciter Churchill et lui demander de bien vouloir ouvrir un front à l'Ouest, de façon à obliger les Allemands à dégager de l'Est certaines divisions. Le raid de Dieppe n'avait quasiment aucune chance d'aboutir. Ses acteurs ont été sacrifiés. 75 ans plus tard, la ville garde encore les traces de cet assaut. Dans l'ancien théâtre de la ville, où avaient réussi à se réfugier quelques soldats, un groupe de passionnés essaye de faire vivre la mémoire de ces Canadiens morts loin de chez eux, comme le jeune Robert Boulanger. Cher papa et maman, je continue ma lettre à bord de notre péniche d'assaut qui nous amènera à notre cible. Si je reviens vivant de cette aventure et si je retourne à la maison à la fin de la guerre, je ferai tout pour te sécher tes larmes, maman. Je ferai tout en mon pouvoir afin de vous faire oublier toutes les angoisses dont je suis la cause. Eh bien, lorsqu'il est sorti de la barge, sur les galets, il a pris une balle en plein front. Il a été tué, 18 ans et 2 jours. Plus qu'un musée, le lieu se veut un mémorial. Les pièces exposées ont été données par des vétérans canadiens ou leurs familles. Des souvenirs bien réels, pour ne pas oublier. Nous tenons un hommage perpétuel à ces jeunes soldats qui, pour un pays qui n'était pas le leur et qui leur était complètement inconnu, ont décidé de sacrifier leur vie pour notre liberté. Nous ne pouvons pas l'oublier. En France, l'opération Jubilé est un épisode peu connu de la Seconde Guerre mondiale. Les Acadiens, les Acadiennes. Pour les Canadiens, en revanche, le nom de Dieppe résonne dans les mémoires. Dans la campagne dieppoise, le cimetière canadien du 19 août est un passage obligé pour nos cousins d'Amérique. Une particularité de ce cimetière ici, c'est si vous remarquez, les tombes sont dos à dos. La raison pour laquelle c'est dos à dos, c'est les Canadiens ici ont été enterrés par des soldats allemands. Et ça, c'est la méthode allemande traditionnelle pour enterrer. On n'a pas oublié, on n'est pas prêt d'oublier. Quand on vient ici, ça n'en dit long. Le Canada puis la France, là, on a de bons liens. Les jeunes Canadiens avaient peu de chances de s'en sortir.
Certains historiens estiment pourtant que leur sacrifice n'a pas été complètement vain. Les erreurs de l'opération Jubilé ont permis de préparer au mieux un autre débarquement, 2 ans plus tard, le 6 juin 1944. C'est le vôtre, mon préféré. Ah, ils sont beaux, hein. Il est beau. Ils ont été faits avec amour. Oui. C'est pour ça. Et j'en ai encore 2 autres dans la voiture. Vous êtes généreux. Voilà. Un romantique. Ah oui, d'accord. Ah, il n'y a pas de doute, hein. Moi, c'est votre D'accord. cerf-volant que je préfère. Hein. C'est vrai? Ouais. Cerf-volant très élégant. Un oiseau, un bel oiseau. En fait. Bel oiseau. Un bel oiseau. J'ai rendez-vous avec Stéphane Dolé. Oui. Vous Alors, le connaissez? Ah oui, bien sûr. Stéphane Dolé, c'est un de nos grands cervolistes. La Dole, sur son surnom. Son petit nom. Et Voilà. alors, il y a beaucoup de monde et je vous Oui. avoue que je ne le vois pas. Il est juste en face de moi, là-bas. Il est Habillé en noir, là. habillé en noir, c'est ça. Très bien. Bon, mais je vais aller le Voilà. voir. Merci, bonne Bonne journée. continuation, merci. Oh, il n'y a pas de doute, hein. Il y a un gros statique. Vous avez les plus beaux cerfs-volants de la pelouse, hein. Bonjour. Ça va, les garçons? Bonjour. Ça va, Stéphane? Ça va, ça va. J'ai eu un peu de mal à te trouver, hein. Vous êtes nombreux. Bah oui, on fait partie de Dieppe, donc c'est le plus grand festival au monde en fait. Mais aujourd'hui, Dieppe. c'est pas le festival, là. Ah non, C'est en non, pas septembre. aujourd'hui, oui, c'est en septembre, tous les 2 ans. Mais en fait, il y a beaucoup de cervolistes qui se rencontrent du printemps jusqu'à peu près octobre. C'est beau ce que vous faites. Vous faites une véritable danse, là, tous les deux. C'est un ballet. C'est ça. Quelle dextérité, les garçons. Et là, les cerfs-volants qui volent, c'est toi qui les as fait? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est mon nouveau modèle. C'est le Flamingo, c'est flamant rose en anglais. Oui. Voilà, parce que je m'appelle Drôle d'oiseau et je sors que des noms d'oiseaux à mes cerfs-volants. Ah, d'accord. Qui volent ou qui volent pas. Hein. On t'appelle Drôle d'oiseau? C'est ça. Bon, on Ah, m'a c'est dit que tu le- t'appelais la Dole. Ah, ça, c'est mon surnom. Tu fais partie des 3 derniers fabricants de cerfs-volants en France. C'est ça. Félicitations. Alors, j'essaie de suivre votre danse au sol. Go. 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 Oh là là. Go. 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 Tu voulais voir comment ça se fabrique un cerf-volant? Exactement. Eh ben, je vais te faire voir ça, on y va tout de suite. Ah, merci beaucoup. Voilà Tigre, je te présente mon atelier. Alors, de quoi tu as besoin pour faire un cerf-volant? Alors on a besoin de tissu. Donc c'est du tissu pour tout ce qui est voile de bateau, kitesurf, tout ce qui est glisse. Après tout ce qui est armature, c'est du carbone, c'est tout ce qui est flèche de tir à l'arc. Ok. Voilà. Vous êtes allé vous servir un petit peu C'est ça. partout. Donc là tu prends le fer à souder. Ok. Alors, là tu l'as calé. Ouais. Donc là, t'as Je vu, commence t'appuies. comme ça? Ouais, t'appuies sans trop forcer, vas-y fais une... Comment tu as commencé toi le cerf-volant? Bah en fait j'ai vu un cerf-volant sur le festival de Dieppe. Il y a de ça pas mal d'années, il y a plus de 25 ans. Et en fait mon grand-père m'a acheté un cerf-volant. J'ai essayé et bah voilà. J'ai pris le virus. Et tu te débrouilles bien. Hein. Très bien. Pour une première fois. Take your time, work it out. I will help you see. I will help you see. It's alright. You said to me, I will help you be. I will help you be. Voilà. Légèreté, fluidité, sensibilité.
Là, t'as plus qu'à reculer. Magie. T'es prêt? On y va? Ah bah c'est toi. Attends, attention, monsieur, dame! Attention, parce que là, débute. Ouais, je débute, c'est pas... Je suis pas très sûre de moi. On est Quand parti? tu veux, vas-y. Fais-toi plaisir. Tire un petit peu à gauche, un tout petit peu à gauche, et voilà. Tire un peu à droite. Ça vole tout seul dans tes mains. Ouais. Écarte pas les mains. Ouais. Là, tu tires un petit peu sur la À droite. gauche. Droite, gauche. Droite, voilà. Et tu la remets comme ça. Il est pas beau, notre bébé? Ah bah un peu. Il Bon vole là, de- il était vole fait de avec ses amour propres aussi. ailes. Il est fait avec amour. Ah ouais. Alors, il te plaît? Ça vole bien? Ah, il vole super bien. J'ai un très bon prof. Regarde, il va tout en haut, là. Ça enivre, hein? C'est un vrai virus. Donc là, comme tu as remarqué depuis tout à l'heure que c'est pas moi qui pilotais, c'était toi, je suis juste à côté de toi. Si je m'écarte, tu penses que je suis à côté de toi. Ok. D'accord? Et tu fais pareil, regarde. Doucement. J'écarte pas les mains. Un peu à gauche. Droite. Droite. Ouh, je suis remontée. C'est pas Non, grave. je suis retombée. Pour une Très première fois, contente. c'est bien. Bravo. Très contente. Bon, je te rends les manettes. Pas de problème. Tu veux l'essayer, ton nouveau bébé? Ouais, avec plaisir. Ça t'a plu? J'adore. T'as chopé le virus? Ouais, et je reviendrai. Ah bah avec plaisir. Yeah! Et c'est ainsi que s'achève notre week-end sur la côte d'Albâtre. J'ai compris pourquoi le littoral cauchois était une destination touristique et un lieu de villégiature très prisé. D'abord pour sa lumière surprenante et changeante. Elle teinte les falaises de craie et elle réchauffe les plages de galets. Ensuite pour son histoire maritime, rurale et citadine. C'est un patrimoine que les habitants préservent et partagent avec beaucoup de simplicité. Ici, ça sent bon la mer, la tarte au cresson de Jean-Louis et la bénédictine. Pour revoir ce beau week-end en Côte d'Albâtre, rendez-vous sur le replay de France Télévisions. Je vous attends également sur tous les réseaux sociaux pour continuer le voyage et en préparer d'autres. À très bientôt pour de nouvelles échappées belles. Et comme on dit ici, boujou!